Alors bonjour à tous, je m'appelle Aurélie Le Guillou et on va passer les 50 prochaines minutes ensemble pour parler de différents types de facilitation, de formats et d'outils pour animer des réunions créatives mais surtout productives. Alors je vais vous demander non pas de ranger vos portables mais au contraire de les sortir. Je sais que la 3G marche pas bien, on va quand même essayer l'expérience, sinon je vous montrerai l'outil plutôt comme un outil que vous pouvez utiliser dans des réunions créatives. Donc je vais vous demander de vous connecter à l'adresse bicas.com/bx7p et de répondre à la question « Ce que j'attends de cette session ». Et pour ça, je vous donne un petit challenge, c'est que je vous donne 1 minute pour vous connecter et répondre à la question « Ce que j'attends de cette session ». C'est parti. Pas de portable. Oh mince. Pas de réseau. C'est indépendant de ma volonté. Est-ce que certains quand même y parviennent? Ouais? Ok, bon, super. Je laisse le timing découler jusqu'à la fin de la minute. 4, 3, 2, 1. Hop. Alors, voilà le résultat. Sans doute avec moins de propositions, mais c'est pas bien grave, c'est pour vous montrer un petit peu voilà, qu'est-ce que ça peut donner en utilisant ce type d'outil. Pourquoi je vous fais faire ça? Déjà parce que quand bien même on est dans le contexte de l'Agile Tour, on a quand même des attentes différentes à l'échelle d'une session. Et aussi parce que si je ne vous demande pas quelles sont vos attentes, je ne peux pas les connaître. D'accord? Et ça, c'est vrai pour toutes les réunions. Si vous ne demandez pas aux personnes que vous avez en face de vous dans une réunion quelles sont leurs attentes pendant cette réunion, vous ne pourrez pas les connaître. C'est aussi simple que ça. Alors là, on a quoi? Du fun, de l'inspiration, de la motivation, des prises de recul, des astuces, de la productivité, des idées, participation, productivité. Ok, super. Bon, on va s'attacher à tout ça sur ces prochaines 50 minutes. Hop. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on s'ennuie dans une réunion? C'est trop long, on n'est pas concerné. On est assis. On est passif. Discours flou. Ouais, effectivement. Alors, si je prenais juste une raison principale, c'est souvent que ce sont des réunions descendantes, où en fait il y a une transmission entre l'animateur et l'auditoire qui est unilatérale, qui va dans un sens, et ça manque d'interaction. D'accord ? Et en même temps, pourquoi est-ce qu'on a encore tant que ça de réunions avec de l'info descendante? C'est souvent parce que d'ouvrir de l'espace, créer de l'interaction, amener de la collaboration, c'est vulnérable. C'est vulnérable parce que ça veut dire que l'on est prêt à accepter toutes les propositions qui nous sont données, même si ça ne va pas forcément dans notre sens quand on est facilitateur. Donc beaucoup de facilitateurs préfèrent encore des fois rester dans une forme de contrôle pour ne pas risquer d'être dans cette position de vulnérabilité qui certes n'est pas simple. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'un film vous captive lorsque vous êtes au cinéma? La première raison pour laquelle un film vous captive? L'histoire. Ouais, exactement. Bonne réponse. Il y a plein de choses qui font qu'un film nous captive, mais l'histoire, c'est en général la première chose. Alors ça, certains rédigent certainement des user stories. Juste pour vous dire, souvent, dans les réunions, on oublie de ramener le contexte, l'histoire pour laquelle on est là, présent en réunion. Et c'est la même chose quand même on rédige des user stories, qu'on fonctionne en Scrum et que l'on effectue des démos à la fin de nos sprints. Pendant ces démos, on a beau démontrer nos user stories, des fois on oublie que les user stories, il y a story dedans, et on oublie de ramener le contexte et de raconter l'histoire de cet utilisateur qui a ce besoin et donc de cette fonctionnalité que l'on va démontrer.
Alors justement, l'histoire de cette conférence, le pourquoi je suis là aujourd'hui avec vous, c'est la première fois que j'anime cette conférence sur ce sujet. Ça m'a ramené à mes 10 ans où déjà à l'école, je préférais, je pense que ce que je retiens le plus de mes 10 ans, c'est les activités créatives et artistiques plus que mes réalisations en classe. Et puis, bien plus tard, je travaillais en tant que product owner chez Vente Privée. C'est déjà là-bas que j'ai découvert le Scrum, et c'est aussi là-bas que j'écrivais des user stories en pouvant naviguer à travers les locaux pour rencontrer les parties prenantes de mon projet, qui souvent étaient des commerciaux, des photographes, des mannequins. Donc c'était un contexte inspirant, stimulant dans ce sens-là. En 2012, je suis partie à San Francisco travailler, et j'ai également réalisé un certain nombre d'ateliers qui pour moi ont été transformants, dans le sens où j'ai découvert plein de techniques de facilitation différentes, qui m'ont beaucoup inspirée. Et du coup, j'en ai profité pour réaliser un programme de coaching pendant 1 an, qui m'a propulsée dans le monde de la facilitation de groupe, dans le développement personnel, et également en tant que coach agile. Ici, c'était dans le cadre d'un gros séminaire pour AXA avec l'équipe Culture Hacking d'Octo. Séminaire pour lequel on avait réalisé entre autres un World Café et un forum ouvert. On va en parler un petit peu après. Et puis, j'ai découvert les Agile Tours. Ici, l'Agile Tour de Montpellier en 2015, mon premier Agile Tour. Et puis, tout ça m'a mené ces dernières années à réaliser des réunions créatives et pour moi de plus en plus productives, à la fois en tant que Scrum Master avec mon équipe à la DSI de la Poste à Montpellier, mais aussi en tant que formatrice Scrum principalement, et coach agile pour certaines organisations. Alors, tout ça pour poser un fait. C'est qu'en pratique, il y a 2 types de réunions. Il y a la réunion waouh et il y a la réunion Alors, les réunions, on les a tous vécues au moins une fois dans notre expérience. Les réunions waouh, ça ressemble plus à ça. Alors, quelle est la principale différence entre les photos que je vous ai montrées juste avant et ces photos-là? Qu'est-ce que vous remarquez vraiment de différent dans ces personnages? Les gens sont debout, ouais. Distractifs, comment? Par petits groupes, ouais, tout à fait. Impliqués dans la même direction, c'est vrai. C'est ludique. Ils sont plus jeunes. C'est vrai aussi. Tout ça, donc, c'est des très bons éléments. Pour moi, un des éléments majeurs, c'est que les gens sourient. Donc, effectivement, il y a une dimension de fun. Et dans les réunions qui sont créatives, on recherche une forme de fun, sans forcément pour autant tomber dans des icebreakers un peu bizarres où on se hug en équipe, ou des icebreakers où on se retrouve dans des situations où, dans le contexte professionnel, c'est pas forcément ce que l'on a envie. C'est plus pour les Agile Tours, ce type d'exercice. Alors, ce type de dynamique de réunion, on le fantasme tous. Soulever une question qui va amener un certain nombre d'idées divergentes initialement pour, à peu près au milieu de la réunion, converger vers des idées communes et ressortir idéalement avec des actions précises à mener pour que la prochaine fois on puisse attester de ces actions et puis du coup continuer à s'améliorer. Dans les faits, il y a encore beaucoup de réunions qui se passent comme ça. Donc on soulève bien un questionnement, une problématique, il y a bien les points de vue divergents, et puis on a du mal à converger. Et on se retrouve avec des fois une sensation un peu de frustration à la fin de la réunion. On a l'impression qu'on a perdu notre temps, qu'on n'est pas allé vraiment vers de la prise de décision, ou alors qu'on est resté à un niveau d'intention et pas forcément d'action précise à mener. Alors, comment éviter justement de se retrouver dans ce type de réunion à nouveau et de ne plus se retrouver dans ce type de situation? Eh bien, j'ai choisi, pour le temps qui nous reste, de vous présenter 10 types de facilitation, 10 formats que j'ai pour habitude d'animer, que j'aime beaucoup et que je vous inviterai du coup à tester, à expérimenter, ainsi que 10 outils que tout facilitateur devrait avoir dans ses poches. Alors, commençons par les types de facilitation. Le premier, atelier versus réunion. Mon premier conseil, c'est arrêter d'utiliser le terme réunion. Ou en tout cas, minimisez-le. Essayez d'utiliser le terme atelier et voyez ce qui se passe. Dès lors que vous utilisez le terme atelier, vous mettez un groupe dans une position active et collaborative. Donc peut-être que ce par quoi il faut commencer, c'est par exemple dans vos invitations mail,
de changer le terme réunion par le terme atelier et de voir ce qui se passe. Alors, pour d'expérience, donc j'utilise le terme atelier pour tout ce qui est des points d'une heure ou plus. Effectivement, pour des points inférieurs, vous pouvez continuer à utiliser le terme point d'équipe, peut-être point inter-équipe. Voilà, essayez. Mon deuxième tips, c'est d'amener votre groupe de travail à s'exprimer à la première personne versus de généraliser en utilisant du il ou du on. Et alors ça a vraiment un impact énorme quand on parvient à le faire, ce qui n'est pas simple. De s'exprimer à la première personne, ça amène vraiment chacun à prendre la responsabilité de ce que l'on dit. Et prendre la responsabilité de ce que l'on dit, ça veut dire que l'on exprime son expérience vraiment. Et que si l'on exprime son expérience personnelle, personne ne pourra jamais vous contredire puisque c'est votre expérience personnelle. Okay ? Donc, vous pourrez avoir en face de vous des personnes qui ont des expériences différentes et qui les exprimeront du coup parce qu'elles sont différentes. Mais on ne pourra jamais vous dire non, ça c'est faux, alors que vous exprimez votre propre point de vue. Alors qu'à contrario, le il ou le on part beaucoup plus facilement dans du débat d'argumentation, on se perd plus facilement et des fois on ne sait même plus de qui on parle exactement. Donc testez ça. Je vous conseille de le proposer un petit peu comme une règle du jeu en début d'atelier, où voilà, vous proposez à votre groupe, aujourd'hui j'ai une nouvelle règle du jeu que j'ai envie de vous proposer, c'est d'essayer vraiment de s'exprimer à la première personne. Et si vous me le permettez, je vous reprendrai si jamais vous repartez dans du il ou du on. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Alors ensuite, utilisez le non-verbal. J'aime beaucoup utiliser le non-verbal, en particulier dans mes formations, je l'introduis toujours au début, notamment en proposant un petit geste comme ça. Alors, quand je propose ce petit geste, on me regarde avec des grands yeux en me disant « elle est complètement folle, cette formatrice ». Je l'utilise particulièrement pour améliorer l'écoute active. Ça résonne beaucoup? Oui. Il y a du Larsen, oui. Pour améliorer l'écoute active. Alors, ce que j'invite le groupe à faire, c'est que quand une personne s'exprime sur une problématique précise, sur un sujet d'équipe, qui des fois peut être un sujet de tension d'équipe, et qui justement peut des fois être un sujet un petit peu vulnérable, où la personne qui s'exprime, c'est pas forcément facile pour elle de s'exprimer. Si vous voulez maximiser l'écoute active à l'échelle d'un groupe, et éviter des fois l'impulsion de certaines personnes de dire « Ah oui, mais moi aussi je vis la même chose, je suis d'accord avec cette situation », dites-leur là ce que l'on va essayer, c'est faites ce geste à la place de justement prendre la parole avec cette impulsion que vous avez pour aussi donner votre point de vue. Le non-verbal, ça va vous amener beaucoup plus d'écoute active dans le sens où vous n'allez plus couper ou moins couper les personnes qui s'expriment, donc du coup les laisser s'exprimer vraiment jusqu'au bout. Et en même temps, en le montrant par du non-verbal, vous attestez quand même que vous avez vécu la même chose, vous êtes d'accord avec ce point de vue. Ce qui est très rassurant lorsqu'on s'exprime au contraire verbalement. Donc pareil, testez-le, testez d'autres gestes, il y a un certain nombre de gestes que vous pouvez inventer. J'utilise aussi beaucoup ce geste qui vient plutôt du monde de l'arbitrage, lorsque je veux stopper ou aller vers ralentir des débats d'argumentation qui partent un peu dans tous les sens ou qui sortent du fil de notre objectif initial. Ce geste-là aussi pour obtenir de l'attention d'un grand groupe, où assez naturellement, par mimétisme, vous allez avoir une personne qui va aussi lever la main, puis 2, puis 3, puis 5, puis 10. Voilà, il y a un certain nombre de gestes comme ça dans le non-verbal que vous pouvez tester, expérimenter. Alors, quatrième tips, diviser. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que dans tout atelier de groupe, dès lors que vous êtes plus de 5, divisez en sous-groupes pour faire travailler d'abord soit seul, soit par 2, éventuellement 3 ou 4 si vous êtes un plus grand groupe. Faites-les travailler d'abord seuls pendant 3 minutes, 5 minutes, vraiment sur un sujet, sur une problématique, et ensuite faites une restitution au groupe. D'accord ? Vous irez beaucoup plus loin si vous faites d'abord travailler seuls les personnes ou par petits groupes, et ensuite leur demander de faire une restitution de leur réflexion au groupe. Il faut. Alors, bannir les faux, c'est compliqué. Mais prenez conscience déjà, peut-être aujourd'hui d'ailleurs, du nombre de « il faut » que vous utilisez. Prenez conscience du nombre de « il faut » que les personnes avec qui vous interagissez utilisent. On utilise tous, j'en utilise beaucoup et très certainement vous en utilisez aussi. Et c'est pas bien grave. Parce que justement, le « il faut » prouve que l'on est fait de bonnes intentions, qu'on a envie de progresser. Et je pense que tout humain est fait pour progresser, pour avancer, pour s'améliorer. Le seul souci, c'est que lorsque l'on utilise des « il faut » dans des contextes de réunion, on reste à un niveau d'intention.
On n'est pas à un niveau d'action. Okay, et donc ça, c'est un des points majeurs pour moi de tout atelier, lorsque vraiment on veut aller vers des actions précises, des petits pas qui nous permettent d'être dans une démarche d'amélioration continue. Minimiser les « il faut ». Okay, il faut arrêter de faire des réunions, autant de réunions, il faut arrêter d'envoyer autant de mails, il faut que l'on se voit plus régulièrement. Ok, mais concrètement, qu'est-ce que l'on peut faire dès demain comme petit pas pour envoyer moins de mails? D'accord? Peut-être que le petit pas, c'est que voilà, si vous envoyez en moyenne 10 mails à une personne dans la journée parce que vous travaillez avec elle, c'est votre PO, votre Scrum Master, demain, vous faites l'expérience, vous vous dites, j'envoie qu'un mail à cette personne dans ma journée, je vois ce qui se passe. Est-ce que c'est possible? D'accord? Ou il faut faire moins de réunions, peut-être demain, je change l'intitulé de mes réunions avec le terme atelier, je vois ce qui se passe. Ok? Voilà, essayez vraiment de réduire ces « il faut » à des petites actions. Et moi, je parle souvent de petits pas, volontairement, parce que même lorsque l'on parle d'actions, on est souvent déjà dans des actions qui sont trop grandes, qui nous coûtent déjà trop d'énergie pour vraiment les réaliser facilement. Il faut vraiment penser petits pas, petites actions, qui ne va pas vous coûter trop d'énergie et qui va du coup vous amener, vous donner de l'énergie pour aller plus loin et vraiment être dans une démarche d'amélioration continue. Alors, consensus versus argumentation. Donc, ça c'est un classique. Dès lors que l'on part dans des argumentations parce que l'on est en désaccord sur un point de décision, une des approches facilitées, c'est d'utiliser une technique de consensus. D'accord ? Alors, une que certains de vous doivent déjà connaître, c'est une technique où l'on fait voter, on arrête les débats, et on fait voter tout le groupe en disant 1, 2, 3, pouce vers le haut, pouce vers le bas, ou neutralité. Donc, admettons que ce soit un sujet sur lequel on n'arrive pas à trancher. 1, 2, 3, vous faites voter tout le monde pour savoir si voilà, la direction A, qui c'est qui est prêt à partir dans cette direction. Pouce vers le haut, je suis prêt à partir dans la direction A. Pouce vers le bas, je m'oppose à cette direction. Et neutralité, c'est que je ne suis pas forcément pour la direction A, mais je suis prêt à suivre le groupe. Okay ? Ce dont vous allez vous rendre compte avec cette technique-là, c'est que la majeure partie du temps, les personnes qui s'y opposent, parce que c'est celles à qui vous allez porter de l'attention pour comprendre pourquoi elles s'y opposent, et du coup leur demander pourquoi elles s'y opposent, la majeure partie du temps, 80% du temps, les personnes qui s'y opposent, c'est parce qu'elles ont besoin d'exprimer leur opposition, leur mécontentement. Mais quand, dans un second temps, vous leur posez la question « Qu'est-ce qui ferait que tu es prêt à partir dans la direction du reste du groupe ?» Eh bien, en fait, le pas est petit. Elles sont prêtes assez facilement à suivre le reste du groupe. Les 20% du temps restant où il y a une opposition face à une prise de décision, c'est que la personne qui s'y oppose, elle a raison. Et qu'en fait, par son explication, par son point de vue, elle va donner au groupe une réalisation en disant « Ah ben oui, en fait, tu as raison. Effectivement, moi, je n'avais pas pensé à ce point-là. Tu as raison, c'est la direction B qu'il faut prendre. » Okay. Donc, n'hésitez pas vraiment à utiliser cette petite technique très facile et surtout qui nous permet de nous rendre compte, dès lors qu'on est dans des débats d'argumentation, que souvent, on est prêt à aller dans la même direction, en fait, alors que les débats pourraient durer des heures. Alors, la règle des 2 pieds, on en a parlé un petit peu, ça vient du forum ouvert. Vous serez peut-être amené à l'expérimenter. Moi, je l'adapte dans différentes situations, dans mes formations et dans mes ateliers. Donc, dans les ateliers, bien sûr, exactement comme pour les forums ouverts, si vous considérez que vous n'avez rien à faire là, que vous avez été invité alors que vous ne savez pas forcément comment contribuer et que vous avez des choses plus prioritaires à faire, prenez vos pieds et puis allez voir ailleurs et allez faire ce que vous avez de plus prioritaire à faire. Je l'utilise également dans mes formations, encore comme règle du jeu que je présente au début, pour l'utilisation des téléphones portables. Où je dis au groupe, si vous estimez à un moment pendant cette formation que vous n'êtes plus là présent pleinement, parce que vous avez un texto auquel vous voulez répondre, parce que vous avez en tête un mail auquel il faut que vous répondiez avant midi, parce que vous avez un coup de fil à passer, prenez vos 2 pieds, sortez, allez passer votre coup de fil et revenez une fois que vous êtes à nouveau pleinement présent. Merci. Ah oui, tout à fait. Alors, c'est effectivement mon point. Donc, cette règle-là, je ne dis pas qu'elle est simple. En fait, elle est compliquée dans le monde de l'entreprise. Pour l'introduire, il faut vraiment que ce soit introduit avec une forte... que les personnes aient l'impression vraiment d'être libres de le faire et pas jugées. D'accord ?
Souvent, dans les formations, pour moi, ça marche. Dans le monde de l'entreprise, ça marche pas bien. En tout cas, pas tout de suite. Les personnes, en général, du mal à vraiment se donner l'autorisation d'eux. Mais c'est vraiment en le répétant et en répétant que c'est pour, c'est pour une meilleure collaboration pour tout le monde, une meilleure performance pour tout le monde et que personne ne sera jugé pour ça. C'est vraiment à chacun de prendre sa responsabilité. Alors, 9e point, donner un problème à résoudre versus apporter une solution à réaliser. Ça aussi, c'est un classique. Pourtant, on tombe encore souvent dans l'apport d'une solution. Quand bien même on organise des ateliers agiles, attention à ça. Si vous êtes facilitateur, si vous êtes Scrum Master, à vraiment rester dans une forme de neutralité où ce que vous voulez, c'est poser des questions ouvertes et donner des problèmes à résoudre versus donner des éléments de solution à votre équipe pour qu'elle n'ait plus qu'à exécuter. Donc si on prend un exemple très classique, voilà, là-haut, c'est notre problème. Nous avons besoin de nous rendre au prochain village sans nous mouiller. Donc voilà, ça c'est, admettons, le facilitateur ou le manager qui pose cette problématique. Et puis donc qui laisse à l'équipe la possibilité de choisir une des options possibles. Et dans les options, il y a peut-être construire un pont, un tunnel ou amener un ferry pour pouvoir traverser la rivière. Je sais pas. Il y aura une analyse à faire. Donc là, on est vraiment dans donner un problème à résoudre, alors qu'apporter une solution, on est dans l'approche, nous avons besoin de nous rendre au prochain village sans nous mouiller, nous même problématique, construisez un pont. Okay, et donc l'équipe qui devient exécutant, non, ok, on va construire ce pont. Donc c'est caricatural, mais attention à ça si vous voulez vraiment créer de la collaboration et être vraiment dans des approches d'ateliers créatifs et qui sont productifs parce que l'équipe a cet espace pour co-créer. Dernier point, sachez donner des feedbacks constructifs. Pareil, ça se travaille, c'est pas forcément simple. Sachez vous excuser si vous avez été désagréable à un moment et apporter des feedbacks et réaliser des rétrospectives régulièrement. Même si vous n'êtes pas, je suis d'accord avec Jean-Luc sur l'approche hybride, même si vous n'êtes pas en Scrum et que vous ne réalisez pas des rétrospectives à toutes les fins de sprint, faites-en quand même régulièrement avec votre équipe. D'accord ? Ne restez pas sur des hypothèses de choses qui fonctionnent bien ou pas trop bien. Ok ? Alors, j'en ai encore plein d'autres, mais nous sommes à 10. Et le temps file. Le dernier quand même point que l'on ne cite jamais assez, mais c'est toujours celui que l'on trouve en premier, chronométrer tout. Chronométrer. Pourquoi ? Parce que ça dynamise déjà, et aussi parce que lorsque l'on anime des ateliers créatifs, ce que l'on veut, c'est poser un cadre qui est strict, dans lequel il y a suffisamment d'espace à l'intérieur pour que tout le monde puisse s'exprimer et collaborer. Mais il faut ce cadre strict, sinon c'est chaotique. Alors, pour ce qui est des 10 formats, donc je vais essayer de vous les présenter vraiment dans l'ordre un petit peu de réalisation d'un projet type. Le premier, c'est le check-in. Vous avez déjà certainement entendu parler de check-in. Il y a plein de façons de faire un check-in dans un atelier. La manière dont moi j'aime bien le faire, c'est en proposant un début de phrase que je fais compléter. D'accord ? Ce début de phrase, en début d'atelier, ça peut être la raison de ma venue à cet atelier. Et puis je fais compléter tout le monde. Chacun donne son point de vue. Ce que je pense pouvoir apporter à cet atelier. Puff, tout le monde complète. Ce que j'attends du groupe pendant cet atelier. Puff, tout le monde complète. Et ça peut être également ce qui me permettrait de donner un 10 sur 10 à cet atelier. Pam, vous faites compléter chacun. Et avec ce type de questions, vous avez déjà beaucoup d'informations sur ce que chacun attend, ce que chacun a envie d'apporter, quelle est la responsabilité de chacun dans cet atelier. Okay ? N'hésitez pas à le faire debout, vraiment, en utilisant un bâton de parole ou une petite balle comme ça pour dynamiser aussi la prise de parole. Dès lors que vous êtes debout avec un groupe, ça va aller beaucoup plus vite, ça va être plus dynamique que si vous êtes assis à table et que vous faites passer la balle. Ensuite, le Lean Café. Qui c'est qui connaît le Lean Café ? Ok. Pas tant que ça de monde. Alors le Lean Café, je l'aime beaucoup pour quand on sait qu'on a un certain nombre de questionnements sur un sujet
dans le cadre d'une réunion, d'un atelier, et qu'on veut éviter de soit rester sur une seule problématique et puis de ne pas traiter les autres, ou de se perdre voilà, dans l'objectif de perdre le fil d'une discussion et du coup ne pas traiter tous les points que l'on a à traiter. Alors comment se passe un Lean Café? En tant que facilitateur, vous créez hop là, un petit Kanban très simple au début où vous mettez les sujets à traiter, les sujets en cours et les sujets traités. Ensuite, vous allez proposer à votre groupe de noter toutes les questions qu'ils ont, toutes les questions autour de la thématique de l'atelier. Vous leur donnez 5 minutes par exemple pour ça. Et puis, ici, vous allez, au bout des 5 minutes, les amener donc à présenter leur questionnement, voilà, en 1 ou 2 phrases. Et vous allez faire soit un dot voting, soit un vote prioritaire sur ces questionnements pour faire ressortir par priorité les sujets. Dot voting, c'est une approche où chacun vote pour 3 questions prioritaires. Dès lors que vous êtes plus de 5, statistiquement, vous allez forcément avoir des priorités qui vont ressortir. Donc, priorisez vos questionnements. Et puis ensuite, une fois que vous avez vos questions qui sont priorisées, par ordre de priorité, vous prenez forcément la prioritaire. Et là, vous allez lancer, par exemple, 8 minutes d'échange sur le premier point, la première question, d'accord? Et puis, au bout de 8 minutes, vous stoppez complètement les échanges et vous faites voter tout le monde, 1, 2, 3, pouce vers le haut ou pouce vers le bas. Pouce vers le haut signifiant je veux continuer ce sujet, cette problématique. Et dans ces cas-là, vous continuez 4 minutes, la moitié du temps en général. Pouce vers le bas, je veux passer directement à la problématique suivante. OK? Et vous itérez, comme ça. Autant de problématiques que vous pouvez traiter dans le temps imparti que vous avez. Okay? Donc si vous avez 1 heure, 8 minutes, c'est peut-être beaucoup pour commencer. Vous pouvez faire 5 minutes. Si vous avez 1 heure et demie, voilà, 8 minutes, ça marche. Puis ensuite, vous réduisez par 2 le temps. Ensuite, le Gallery Walk. C'est aussi un format que j'aime beaucoup, qui est une métaphore vraiment du monde des galeries artistiques, où en fait chacun va collaborer à créer des tableaux artistiques. Il est intéressant lorsque vous savez en amont d'un atelier les questionnements à soulever ou les sujets à traiter. Et du coup, en tant que facilitateur, ce que je vous invite à faire, c'est à préparer avant dans la salle en fait des grandes feuilles, type feuilles de paperboard, avec les questionnements à traiter pendant l'atelier, que vous allez coller à différents endroits de votre salle, d'accord? Comme si c'était votre galerie avec vos différents tableaux que vous accrochez au mur. Puis lorsque votre groupe arrive, vous allez les inviter à se mettre par groupe de 2, okay, donc en duo. Et puis, chaque duo va se positionner devant un des tableaux, donc une des problématiques. Et vous allez leur donner par exemple 3 minutes pour réfléchir à cette problématique et collaborer sur la feuille de paperboard, donc le tableau auquel ils font face. Et puis au bout de 3 minutes, vous les faites tourner, okay, vers un autre tableau. Voilà, donc comme s'ils se promenaient dans la galerie pour passer de tableau en tableau. Et à partir forcément du 2e tableau, chaque groupe est amené à éclaircir les points des précédents groupes, à rajouter des points, donc à collaborer avec déjà ce qui a été proposé. Donc c'est pas mal si vous voulez un grand nombre d'opinions et de points sur des problématiques en peu de temps. D'accord ? Ça marche bien si vous voulez un grand nombre d'opinions en peu de temps. L'idée étant que donc tout le monde passe devant chaque tableau et puis qu'arrivé au dernier tableau, vous demandez donc au duo devant chacun des tableaux de synthétiser ce tableau et de le présenter au reste du groupe sous forme de restitution. Okay. Remember the Future. Ça fait partie des Innovation Games, pour ceux qui connaissent. C'est un format que j'aime beaucoup, qui permet de projeter des utilisateurs ou futurs utilisateurs dans la définition du succès d'un produit ou d'un service. Alors, admettons que je veuille écrire un bouquin sur l'animation des réunions créatives et productives, que je veuille en faire un produit un peu packagé avec un bouquin et puis peut-être des petits outils comme ça, du parfait facilitateur avec des cartes de jeu, etc. Et appelons-le Happy Meeting. Et je vous convie, parce que vous êtes mes futurs potentiels utilisateurs, je vous convie à un atelier de travail. Et là, je vais vous demander, donc ce Happy Meeting, ce produit, admettons que je veuille le terminer dans 6 mois. Du coup, moi, je vais vous projeter dans 2 ans. Donc, vous êtes en décembre 2020, je vous projette dans 2 ans.
Et je vous dis, bah voilà, depuis 1 an, vous utilisez Happy Meeting tous les jours. C'est-à-dire que vous avez le bouquin sur l'animation des réunions créatives sur votre bureau. Tous les jours, vous le feuilletez au moins une fois. Vous avez votre petit sac avec vos outils de facilitateur et vous en utilisez au moins un tous les jours depuis 1 an. Donc ça fait 1 an que vous utilisez le produit Happy Meeting tous les jours. Et là, je vais vous poser une question qui est la suivante. Qu'est-ce que Happy Meeting vous a apporté depuis 1 an tous les jours? Et je vais vous demander d'écrire pendant 10 minutes sans lever le crayon, ce que Happy Meeting vous a apporté depuis 1 an tous les jours. Et alors c'est tout l'importance de ce format, c'est cette question posée sous cette forme-là et pas sous la forme « Qu'est-ce que Happy Meeting devrait vous apporter ?» Dès lors que vous allez poser une question où vous projetez les utilisateurs en ayant du recul sur qu'est-ce que votre produit ou votre service leur a apporté depuis 1 an, tous les jours ou toutes les semaines, ils vont avoir un certain nombre d'idées. Peut-être ça va être un peu fantasmé, idéalisé, mais du coup, vous palpez tout de suite quelle est la définition du succès en termes de fonctionnalité pour vos utilisateurs. Alors que si vous leur demandez qu'est-ce que mon produit devrait vous apporter, souvent ils ne vont pas savoir. Okay ? Donc vraiment important, l'approche des 2 questions. Voilà. Et donc c'est ce que Remember the Future propose. Vous pouvez le faire vraiment, voilà, ce type de projection, vous pouvez le faire pour tout produit, pour tout service. Ça peut être en amont d'un projet, mais ça peut être aussi un moment où vous voulez vous réaligner pour savoir voilà, quelles sont les prochaines fonctionnalités importantes à développer et du coup avoir une idée plus précise de ce qui est attendu. Le speedboat. Alors celui-là, je l'ai pris parce que ça fait partie des formats métaphoriques. Donc, pareil, un de mes conseils, utilisez vraiment des métaphores. Les métaphores, ça aide beaucoup les groupes à se projeter, à prendre du recul, d'accord, à ne pas forcément rester juste dans leur situation, dans leur contexte, mais aussi à prendre du recul. Donc le speedboat, bien sûr, c'est la métaphore du voilier. Voilà, on est tous sur le même bateau. Hein, c'est l'équipe. On est tous sur ce même bateau. Peut-être qu'en ce moment, sur le projet, il y en a qui sont en haut du mât, et puis peut-être qu'il y en a qui coulent et qui peinent à nager derrière, puis certains qui sont à la barre. Et voilà, admettons par exemple, on veuille poser notre vision 2019, ou notre vision d'équipe, ou notre vision projet 2019. C'est notre vision, c'est notre objectif. Où est-ce que l'on veut aller? Quel est cet objectif que l'on veut poser ensemble en équipe qui ferait que l'on est content dans 1 an, en décembre 2019? Et puis on va poser actuellement, là, aujourd'hui, tout ce qui est frein, quels sont les freins à la réalisation de cet objectif actuellement, et quels sont au contraire les éléments moteurs que l'on a, donc les vents porteurs actuellement, aujourd'hui, pour aller vers cet objectif. Okay ? Donc c'est un format qui facilite voilà, le fait de poser un objectif précis et qu'est-ce qui nous freine actuellement et qu'est-ce qui va être moteur. Vous pouvez aussi l'utiliser dans le cadre de rétrospectives, où vous revenez par exemple sur le dernier mois réalisé ou sur le dernier sprint et vous demandez voilà, qu'est-ce qui nous a freiné sur ce dernier mois en équipe, qu'est-ce qui a été moteur et est-ce qu'on a réalisé l'objectif que l'on s'était posé et sinon pourquoi. La Product Box. Alors ça c'est un atelier assez fun à réaliser parce que très très créatif pour le coup. Qui est un atelier pour co-créer, je dirais, se classe dans la co-création de produits de services, où le pitch c'est que voilà, votre produit demain il est mis dans un rayon de supermarché, peut-être entre le rayon des yaourts et des shampoings. Et il va falloir que vous travaillez par équipe pour démarquer ce produit dans les rayons du supermarché pour que Madame Michu ait vraiment envie d'acheter votre produit. Madame Michu ou la personne qui est dans votre positionnement client. Donc l'idée, c'est plutôt sur une approche un petit peu marketing, entre guillemets, du produit, c'est de trouver le slogan, le nom de votre produit ou de votre service, les fonctionnalités qui démarquent vraiment votre produit ou votre service par rapport à d'autres produits, les avantages de ce produit, un petit peu comme les valeurs nutritionnelles que l'on peut voir voilà, sur des boîtes de céréales dans un supermarché. Et donc justement, souvent, on l'anime en donnant des boîtes de céréales au groupe et en demandant à partir de ces boîtes de céréales de customiser ces boîtes pour en faire votre produit qui va être en rayon le lendemain dans un supermarché. D'accord ? Donc c'est
C'est assez fun à faire. Vous pouvez pareil le faire à différents moments du projet pour y aligner des équipes. C'est un atelier que vous pouvez faire en 1 heure, en 2 heures max, où voilà, vous posez un petit peu le pitch de l'atelier et puis vous donnez 1 heure, 1 heure et demie de création de votre product box à chacune des équipes. Et puis pourquoi pas, donc ensuite vous faites pitcher vos équipes où chacune va montrer sa product box et vous élisez par exemple la meilleure product box, puis vous offrez un petit cadeau à la meilleure équipe. Ça marche super bien. Alors, l'Empathy Map. Là, on est plus dans apprendre à mieux connaître ses utilisateurs. Qui c'est parmi vous qui écrit régulièrement des user stories ou vraiment en un fonctionnement où vous écrivez des user stories? Ok, d'accord. Ok. Donc, ce que je trouve vraiment très important lorsque l'on écrit des user stories, c'est vraiment de s'adresser par rapport à un besoin d'un utilisateur précis, d'accord? Et de ne pas tomber dans le piège de user story en tant que technicien, en tant qu'admin. Je veux réaliser cette fonctionnalité afin d'obtenir ce bénéfice, d'accord? Donc, l'Empathy Map, c'est un des formats classiques. Pareil, vous trouverez très facilement cette matrice qui permet de se projeter facilement dans la peau de l'utilisateur, particulièrement lorsque l'on est sur des projets par exemple SI, où on n'a pas forcément nos utilisateurs à portée de main, on ne travaille pas forcément avec eux au quotidien. On les a rencontrés, on a effectué des ateliers avec eux, mais des fois on a un peu tendance à oublier quels sont exactement leurs besoins, quelles sont leurs problématiques. Et puis si on ramène un petit peu ces utilisateurs aux 5 sens, voilà, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils entendent au quotidien, comment ils ressentent notre projet, notre service, qu'est-ce qu'ils voient exactement. Donc voilà, c'est typiquement une matrice lorsque vous réalisez des ateliers avec des utilisateurs que vous pouvez compléter, d'accord, ou que vous pouvez aussi compléter pendant des interviews utilisateurs si vous êtes amené à en faire en début de projet. Et vous pouvez afficher dans votre bureau pour vous rappeler voilà, que dans vos utilisateurs, vous avez Marc, 35 ans, qui a tel besoin, qui, lorsque on lui parle de votre produit, bah, il entend ça, il voit ça, il ressent ça. Ok ? Donc voilà, ça paraît assez scolaire comme ça, comme approche, mais c'est un bon rappel pour vraiment se reprojeter dans la peau de son utilisateur et surtout lorsqu'on écrit des user stories. Le World Café. Le World Café fait partie d'un des 3 formats majeurs pour l'animation de grands groupes. Okay, un petit peu à l'image des Gallery Walk pour les petits groupes. Le World Café, donc on va diviser un grand groupe, souvent des groupes plutôt de 50-100 personnes, en plus petits groupes, et on va les répartir sur des tables, d'accord, où il va y avoir une question par table. Et puis généralement, on va laisser une quinzaine de minutes pour traiter cette question. Donc chaque question sur chaque table. Et puis au bout des 15 minutes, on va inviter donc toutes les personnes qui sont en jaune là à bouger d'une table à l'autre. Et par contre, les personnes qui sont en bleu, elles vont rester aux tables puisque ce sont les hôtes de la table. Et donc ce sont les personnes qui sont responsables de synthétiser ce qui a été dit dans les 15 minutes précédentes au groupe de personnes qui arrivent, et également responsables de synthétiser à la fin pour la restitution à l'ensemble du groupe de ce qui aura été dit autour de cette question qui est traitée à cette table-là spécifiquement. Okay, donc plutôt grand groupe. Ensuite, le 9e, l'event storming. Est-ce que ça parle à quelqu'un, l'event storming? Ok, super. Est-ce que le user story mapping parle à quelqu'un? Ouais, il y a plus de monde. Donc user story mapping, c'est un des formats classiques pour poser un petit peu la timeline, la chronologie d'un projet avec les grandes fonctionnalités et aller un petit peu vers une planification de projet et puis commencer à prioriser des fonctionnalités qui sont importantes à développer dans un premier temps pour faire un minimum viable, par exemple, de projet. Donc on va avoir le must-have, le should-have, et puis après on aura les autres fonctionnalités qui arrivent après. Donc ça c'est le classique, le user story mapping que j'ai beaucoup utilisé. Et depuis 1 an, j'utilise l'event storming énormément. J'ai réalisé un atelier avec Alberto Brandolini, qui est le créateur de l'event storming dans le cadre de la PO School à Paris. Et en fait, je l'aime bien l'event storming parce qu'avec la différence du user story mapping, vous allez poser une chronologie des événements d'un projet par événement. Et ces événements, vous allez les écrire au participe passé. Et en fait, le fait d'écrire des événements au participe passé,
ça atteste tout le monde, à la fois des techniques et des fonctionnels, vraiment d'événements qui sont clairement positionnés dans une chronologie, plus clairement positionnés, parce que écrit au participe passé fait qu'on vient de finir vraiment un état. D'accord ? C'est un petit peu comme dans le Kanban, lorsqu'on en a du to-do en cours et réalisé, done. Le en cours, c'est un peu flou. On ne sait pas trop, voilà, où est-ce qu'on en est. On est dans du en cours, alors que du réalisé, généralement, on sait à l'échelle de l'équipe qu'est-ce que ça veut dire réaliser, ou qu'est-ce que ça veut dire tester par un pair, ou qu'est-ce que ça veut dire tester par le product owner. Ok ? Donc là, un petit peu à l'idée de ces états vraiment écrits au participe passé, eh bien pareil, à l'échelle d'un projet, on va essayer de poser un petit peu tous les événements majeurs au participe passé. Du coup, pour des techniques, ils vont tout de suite voir en base de données, dans leurs différentes tables, qu'est-ce que ça veut dire. Et pour des fonctionnels, ça va leur parler parce que tout de suite, ils vont se dire, voilà, je sais que cet état, il se positionne juste après tel état précédent. Okay ? Et puis ensuite, ce qu'on va chercher à faire dans l'event storming, c'est des agrégats où on va, une fois les états posés, essayer de chercher à poser ce qu'on appelle des commandes. Donc c'est qu'est-ce qui a déclenché cet état ? Est-ce que ce déclenchement a été fait par un utilisateur, par un autre système d'information, ou peut-être par le temps, parce qu'on est le 31 du mois, par exemple. Okay ? Donc je vous en dis pas plus, mais allez voir, c'est assez intéressant pour ceux qui sont habitués à faciliter des user story mapping. Il y a principalement de la doc en anglais pour le moment, puisque c'est quand même assez récent comme format. Mais voilà, allez rechercher. Et enfin, mon dernier format, donc les rétrospectives. Comme je vous l'ai dit précédemment, réaliser des rétrospectives régulièrement. Alors les rétrospectives, pareil, si vous faites des recherches sur Internet, vous allez trouver un certain nombre de formats. Il y a des formats classiques, vous allez souvent sur ces formats classiques retomber sur les mêmes. Puis il y a des formats un peu plus foufou. Et vous pouvez aussi en inventer, et voilà, ou en adapter certains. Donc celui-là, c'est le format 4L que j'ai légèrement adapté et qui fait partie du format classique, des rétrospectives, mais que j'aime assez parce que donc il pose en fait quatre états. Donc si on revient par exemple sur le dernier sprint d'équipe ou sur le dernier mois passé en équipe, donc ce que j'ai aimé, ce que j'ai appris, ce qui m'a manqué, ce que je désire pour la suite. Alors pourquoi c'est intéressant ? Parce que déjà ce que j'ai aimé, ce que j'ai appris, bon, ça pose deux dimensions différentes. Ce qui m'a manqué, c'est un peu la définition de ce qui aurait pu être mieux. Mais c'est dit d'un point de vue plus positif et plus créatif quelque part que voilà, ce qui n'était pas très bien, quoi. Et ce que je désire pour la suite, il pose tout de suite un état de ce que je veux pour la suite, les intentions que je veux donner pour aller plus loin, justement. Donc il est constructif pour justement, dans un format de rétrospective, une fois qu'on a posé un petit peu ce qui vient de se passer, aller plus loin. Là, vous allez voir que la plupart du temps, les personnes du groupe vont poser vraiment des points à une granularité d'intention. D'accord ? Eh bien justement, après votre travail, qu'est-ce que c'est ? C'est de les amener à passer de ces intentions à des actions, à des petits pas. D'accord ? Et ressortir vraiment de cette rétrospective avec des petits pas où clairement vous savez qui fait quoi comme petit pas, quand. Et du coup, à la prochaine rétrospective, vous pouvez revenir dessus et voir ce qui a été fait ou pas, et sinon pourquoi. Okay ? Vraiment, format très facile pour être dans des rétrospectives où vous maximisez les chances d'être dans une démarche d'amélioration continue d'une rétrospective à l'autre. Alors, on a fini avec les formats. Passons aux outils. Ça va être plus rapide pour les outils. Je ne veux pas forcément être originale pour les outils, mais parmi donc, les outils de facilitation assez classiques, ayez des cartes de jeu. Donc, dans les classiques, il y a des cartes de Dixit ici. Ces petites cartes faciles à utiliser pour des icebreakers, parce que tout icebreaker vous amenez des associations d'images, de citations, des associations d'idées. Ça marche pour amener les personnes à s'exprimer un petit peu sur où est-ce qu'ils en sont, quel est leur ressenti actuel. Donc Dixit, c'est partie des classiques, mais il y en a plein d'autres. Petite balle, softball, que j'utilise beaucoup pour dynamiser des prises de parole, surtout donc, dans les check-in, comme je vous expliquais au début, et du coup les check-out aussi à la fin, voilà, où vous pouvez demander à chacun avec quoi il repart et qu'est-ce qu'il proposerait pour la suite. Le scotch de peintre, indispensable pour moi, dès lors que vous voulez par exemple afficher des kanbans au mur avec des colonnes, des lignes, d'accord, vous ne laissez pas de traces au mur, c'est facile à décoller.
Bien sûr, les post-it, les inconditionnels. Alors après, si vous avez des alternatives aux post-it, je suis toute oui, mais je n'ai pas encore réussi à trouver qu'est-ce qui pouvait être aussi performant que les post-it. J'aime bien avoir un paperboard et je trouve aussi toujours bien d'avoir un tableau blanc magnétique parce que j'utilise pas mal de petits éléments comme ça avec des magnets derrière, avec des petits aimants. Et donc, j'amène les groupes souvent à jouer sur le tableau blanc avec ces éléments. Pour ce qui est des outils numériques, donc, je ne vais pas être forcément très originale dans le sens où, donc, pour ce qui est de tous les outils de gestion de projet au quotidien, je suis très suite atlassienne, à savoir Jira, Confluence, Portfolio pour ceux qui connaissent. J'avoue que j'ai utilisé principalement ces outils-là et que je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui sur le marché. Maintenant que je sais que ce n'est pas forcément toujours facile pour des petites structures de se payer les outils atlassiennes. Il y en a d'autres, mais voilà. En tout cas, vous pouvez toujours en tout cas tester Jira parce qu'il y a des versions de test et puis des versions avec peu d'utilisateurs qui sont accessibles. Bicast, c'est l'outil que je vous ai fait tester et que je vais vous refaire utiliser. Koggle, je l'ai mis parce que j'aime beaucoup utiliser des mind maps et que celui-là, cet outil-là, il est en plus collaboratif. Vous pouvez travailler à plusieurs dessus. Donc, je le trouve intéressant. Et l'inconditionnel Google Docs. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est facile, par exemple, dans des réunions, dès que je fais coécrire des user stories en groupe, c'est toujours intéressant de projeter un Google Docs et puis de demander à chacun des ordinateurs d'écrire ces user stories. On peut les commenter, on peut les corriger ensemble. Okay, je sais que pareil, dans beaucoup d'entreprises, on ne veut pas utiliser Google Docs. Bon, c'est pas bien grave, il y a plein d'autres outils, mais en tout cas, dans mes formations, je l'utilise pas mal. Je vous ai mis ici une URL justement d'une mind map que j'ai réalisée sur les réunions créatives où vous pouvez retrouver un petit peu tous les outils que j'ai cités plus d'autres. Voilà, si ça vous intéresse. Et puis, pour terminer, ça va être à vous de travailler, puisque je vais vous redemander de vous reconnecter pour ceux qui y arrivent. Et puis, si vous n'y arrivez pas, je vais vous montrer l'outil. Je vais vous demander de vous reconnecter, mais j'ai besoin, moi aussi, de faire un petit changement. Ah oui, puis alors moi-même, ça rame, même si j'avais mis du Wi-Fi. Hop là, voilà. Alors, je vais vous demander de vous reconnecter, et vous avez une nouvelle question qui est ce que je retiens de la session. D'accord? Donc, je vais vous inviter à saisir un ou plusieurs mots-clés, la question étant ce que je retiens de la session. Ok, super. Et comme le temps nous presse un petit peu, je vais vous proposer maintenant de mettre une note, donc un petit peu comme le rôti, et je vous inviterai aussi à faire le rôti derrière, mais du coup je veux aller un petit peu plus loin avec cet outil pour vous montrer ce que vous pouvez faire. Donc là, je vais vous inviter donc à donner une note à cette session. Et c'est parti. Donc la note que vous donnez à cette session. Ok, super. Et dernier point, pour justement être dans une démarche d'amélioration continue et de feedback, c'est si vous aviez
une seule chose à améliorer, qu'est-ce que ce serait? Donc là, c'est un petit peu différent parce que je vais vous faire voter derrière des points pour que vous voyez une autre fonctionnalité. Si vous aviez une seule chose à améliorer sur ce sujet, animer des réunions créatives, cette conférence, qu'est-ce que ce serait? Plus difficile. Atelier, mise en pratique, support écrit, ouais. Une mise en situation, plus de formats de rétro, plus d'exemples. Cas pratique en live, un atelier, avoir des liens pour aller plus loin. Ça tombe bien, il y a un atelier XP Game cet après-midi pour ceux qui veulent venir. C'est pas exactement le sujet, mais... Ok, super. Et donc, la dernière chose, c'est que parmi ces propositions, je vais vous inviter à voter. Vous avez 3 points. Et je vais vous inviter donc à voter pour certaines de ces propositions. Soit une seule, soit vous pouvez mettre vos 3 points dessus, soit vous pouvez répartir vos 3 points. D'accord? Hop. Donc, c'est parti. Normalement, vous êtes en mode où vous pouvez voter. « 27, 30, 36 points distributed. » C'est super. 39 points. 42. OK? C'est bon? Et donc, je vous montre, j'arrête le vote. Et voilà le résultat. Plus d'exemples, avoir des liens pour aller plus loin, plus d'interactions, plus de formats de rétro, et ainsi de suite. Voilà. Donc, c'était pour vous montrer un petit peu un outil, voilà, particulièrement si vous avez des équipes délocalisées. Ça peut être sympa de temps en temps, soit de réaliser des rétros avec un outil comme Bcast ou voilà, dans le cas de conférences, où justement dans le cas de conférences, on n'est pas forcément autant dans une approche interactive, on n'est pas dans une approche atelier. Donc, ça peut être un outil justement qui sert à amener de l'interaction. Et hop là. Pour terminer, donc si jamais vous êtes intéressé pour aller plus loin sur des problématiques de coaching agile, de formation de Scrum Master ou de Product Owner, vous pouvez directement me contacter via mon site turnon.fr. Et si vous êtes intéressé pour co-créer, parce que j'ai vraiment un projet en ce moment pour co-créer un e-book sur l'animation de réunions créatives et productives, n'hésitez pas à me contacter directement à aurélie@turnon.fr. Et merci à vous.